Saviez-vous que les premiers préservatifs qui étaient réutilisables étaient fabriqués à partir d'intestins d'animaux? Installez-vous confortablement car dans cette vidéo, je vais vous parler plus en détail de ces 10 choses du quotidien qui ont complètement changé avec le temps. Avant de commencer, voici les heureux gagnants du mois de mars qui choisiront entre des cartes Google Play, iTunes et PlayStation Network. Félicitations à tous ceux qui ont gagné. Et si vous voulez participer au jeu du mois d'avril, n'oubliez pas que vous pouvez gagner au choix des cartes Google Play ou des codes PlayStation Network et iTunes. C'est vous qui décidez. Tout ce que vous avez à faire pour participer, c'est d'être abonné à la chaîne. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à activer la cloche des notifications. Voilà, comme ça. C'est parti. Soutien-gorge. Les premiers soutiens-gorge ont été découverts en Australie et datent de 1390-1485. Malgré le fait qu'il s'agisse là du plus ancien soutien-gorge, on peut retrouver des écrits mentionnant une poche servant à soutenir la poitrine. En 500 ans, le soutien-gorge est devenu plus original et plus moderne que son ancêtre, mais on pourrait faire passer le premier modèle pour un modèle vintage. Les lunettes de soleil. Surtout lors des saisons les plus chaudes, qui n'utilise pas de lunettes de soleil? Elles sont couramment utilisées, mais qui a été le premier à les utiliser, et donc à les inventer? Et comment ont-elles évolué? Vous devez d'abord savoir qu'au début, il n'y avait pas de verre. Les premières paires ont été réalisées par les Inuits, un petit peuple arctique qui avait besoin de se protéger de la réverbération de la neige et de la glace. Les montures ne prévoyaient pas de verre et elles étaient entièrement réalisées en bois ou en os d'animaux, habituellement des morses, avec une fente centrale pour pouvoir voir. Voici un exemple de lunettes fabriquées par des Inuits, sans verre mais aptes à protéger de la réverbération de la glace et de la neige. Les Inuits fabriquaient différents types de lunettes, de formes différentes et selon la taille du visage du porteur. Certaines avaient une monture rectangulaire plus étroite, d'autres suivaient la forme de l'œil. C'est avec l'empereur Néron, et donc au cœur de Rome, que naissent les premières lunettes de soleil que l'on peut vraiment définir comme de soleil. L'empereur avait l'habitude de regarder les spectacles des gladiateurs à travers une émeraude. On suppose que cette pierre a été choisie en raison de sa couleur, ayant un effet apaisant sur la vue, mais d'autres hypothèses affirment que taillée d'une manière particulière, elle peut aider les myopes à voir. Le chewing-gum. Le chewing-gum, ce bonbon à mâcher, vient de prendre un coup de vieux, propulsant son origine des milliers d'années en arrière, à l'époque où l'homme du néolithique domestiquait les animaux et découvrait l'agriculture. En effet, Sarah Pekin, 23 ans, étudiante en archéologie à l'université de Derby en Angleterre, a découvert dans l'ouest de la Finlande un chewing-gum âgé de près de 5000 ans. Nos ancêtres avaient-ils déjà pris l'habitude de mâchouiller pour occuper leur longue journée préhistorique? Était-ce un moyen de passer le temps entre deux parties de chasse ou pendant la préparation du repas? Il semblerait en fait que cet ancêtre du chewing-gum eut un rôle plus médical que distrayant. D'après les études effectuées, il serait composé de résine de bouleau contenant de l'acide carbolique, dont l'effet antiseptique est avéré en cas d'inflammation de la bouche. Mais tout cela reste à prouver car même si des traces de temps ont été retrouvées dessus, rien ne prouve avec certitude que l'apport médicamenteux ait été recherché par nos ancêtres. Peut-être qu'un brave homme du néolithique a simplement voulu goûter l'écorce de bouleau pour savoir quel goût elle avait. Peut-être aussi que cette gomme a été utilisée pour d'autres applications. Un chewing-gum pourrait être par exemple utile pour réparer des plats brisés ou pour colmater une brèche dans une cruche en céramique. Du coup, en l'absence d'autres découvertes du même genre qui pourraient confirmer la fréquente mastication de nos ancêtres, restons prudents et attendons que Mademoiselle Pekin déterre d'autres chewing-gums usagés dans les terres du nord de l'Europe. L'archéologie nous réserve décidément bien des surprises, et peut-être un jour dans un futur lointain, un archéologue déterrera une canette de Coca-Cola en s'étonnant que les hommes du XXe siècle consommaient déjà cette délicieuse boisson, qui, à cette époque, sera très certainement interdite, tellement elle était mauvaise pour notre santé. Les chercheurs disserteront alors sur l'utilisation de cet étrange objet. Certains pencheront pour un cendrier, pensant que ces barbares du passé fumaient comme des pompiers et avaient donc besoin de mettre leur cendre quelque part. Tandis que d'autres resteront persuadés que la canette en question était déjà interdite à l'époque et qu'il s'agissait donc là d'un objet de collection ou de contrebande. Que de formidables débats nous attendent dans le futur. Les rollers. La véritable date de création des premiers patins à roulettes est difficile à déterminer du fait du manque de documentation. On aurait aperçu les premiers exemplaires à Londres à l'occasion d'une démonstration en 1743, mais leur inventeur est inconnu. Le néerlandais Hans Brickner aurait lui aussi créé des patins en fixant des roulettes en bois sous ses chaussures, au début du XVIIIe siècle, mais on ne sait pas précisément si ces patins possédaient des roues alignées ou non. C'est donc à 1760 que l'on fixe la date officielle de la création des premiers patins à roulettes de l'histoire. On attribue l'invention des patins à roulettes à John Joseph Merlin, né en 1735 et mort en 1803, originaire de Huy en Belgique.
Il eut l'idée vers 1760 d'adapter le patinage sur glace à la terre ferme en fixant des rouleaux en métal en ligne sous une plaque de bois. Pour l'anecdote, les engins étaient si peu maniables que l'inventeur s'écrasa dans un miroir de valeur au cours d'une soirée mondaine à Londres et faillit y laisser la vie. Cela fut peut-être la première chute répertoriée dans l'histoire du patin. Cette photo de patin a été prise il y a 107 ans. C'est surprenant à quel point cela semble moderne, n'est-ce pas? Les premières chaussures. Les premières chaussures sont vieilles de 5150 ans et ont été retrouvées dans une grotte en Arménie. Grâce à la couche d'herbe et de fumier sous laquelle elles ont été trouvées, elles ont été parfaitement conservées. L'ancêtre de toutes les chaussures a été taillé dans une pièce de cuir unique et modelé pour ne pas meurtrir le pied de son porteur. Première interrogation soulevée par cette trouvaille. Faisait-elle partie de la garde-robe d'un homme ou d'une femme? Les chercheurs ne le savent pas encore, comme l'avouait à l'AFP Ron Pinassi, archéologue au Collège Cork en Irlande et principal auteur de ses recherches. On ne sait pas si ce mocassin appartenait à un homme ou une femme. Bien que cette chaussure soit de taille 37, selon le système de mesure européen, elle aurait pu aussi être portée par un des hommes de cette époque qui était plus petit qu'aujourd'hui, a-t-il déclaré. C'est surprenant de voir à quel point cette ancienne paire de mocassins peut nous rappeler certains de nos modèles, n'est-ce pas? Les premières chaussettes. Ces inhabituelles paires de chaussettes en laine nous viennent de l'Égypte et sont vieilles d'un demi-millier d'années. Elles se portaient sous les sandales, d'où leur aspect original. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à travers les époques, les chaussettes ont toujours été si populaires sur le marché, même les chaussettes au design original. Le premier disque dur. Le 14 septembre 1956, IBM publiait un communiqué de presse relatant l'annonce par Thomas G. Watson Jr., président d'IBM, des principales caractéristiques de l'ordinateur 305 Ramac, un tout nouvel ordinateur équipé pour la première fois d'un disque dur. En réalité, même si quelques unités fonctionnaient depuis quelque temps pour des tests dans quelques organismes publics ou privés, il fallut attendre 1957 pour que ces ordinateurs deviennent réellement disponibles sur le marché. Le disque dur lui-même, référence IBM 350, mérite une description qui paraîtra aujourd'hui surprenante. Il pouvait stocker 5 millions de caractères, mais à quel prix? Les dimensions de la carrosserie étaient de 1,52 m en façade, 0,74 m de profondeur et 1,72 m de haut. La largeur était limitée par la règle qu'IBM imposait à tous ses produits, pouvoir passer par une porte standard, environ 75 cm. Ce meuble contenait 50 disques ayant un diamètre de 24 pouces, à peu près 61 cm, et recouvert d'oxyde de fer, soit 100 phases d'enregistrement portant 100 pistes chacune. La lecture se faisait par deux bras qui se déplaçaient verticalement pour sélectionner le bon disque et horizontalement pour accéder à la bonne piste. Rappelons qu'actuellement, il est possible de stocker plus de 10 gigaoctets sur un microdrive de 1 pouce, et c'est encore une technologie IBM. Il était difficile d'imaginer un baladeur à disque dur en 1956. La calculatrice. Depuis la nuit des temps, l'homme s'emploie à inventer des moyens pour faciliter les calculs mathématiques. Boulier, entaille, Kipus et Abac ont précédé l'invention qui changea la face des mathématiques, la calculatrice. On doit la toute première machine à calculer au mathématicien, philosophe et physicien Blaise Pascal, qui en 1639, à l'âge de 16 ans, invente la pascaline. Cet appareil muni d'un système d'engrenage apte à soustraire et additionner grâce à la manipulation de 6 roues nichées au creux d'une petite boîte, pouvait non seulement servir à additionner et soustraire, mais aussi à convertir les monnaies d'usage. La première vraie calculatrice de la marque Merchant XLA était une énorme calculatrice créée en 1913. Ce n'était pas une calculatrice de poche et elle était plutôt adaptée aux grands magasins, aux vendeurs et aux caissiers d'institutions bancaires. Avec elle venaient 130 pages de consignes d'utilisation. Le plus ancien préservatif du monde. La forme vous semble familière? Eh bien oui, il s'agit bel et bien d'un préservatif. Le préservatif le plus ancien du monde a été découvert en Suède, dans la ville de Lund. Les plus anciens contraceptifs datent du XVIIe siècle et étaient fabriqués avec des intestins de porc. Ils étaient réutilisables. On a trouvé une note latine qui recommandait de tremper le préservatif dans du lait chaud après chaque utilisation. Ces préservatifs protégeaient mal des maladies sexuellement transmissibles. Les chercheurs ont par conséquent estimé qu'ils servaient à prévenir une grossesse. Ouf, heureusement que les choses ont changé. L'avion. L'avion est vieux de plus de 120 ans. Il a vu le jour en 1890. Il a ceci de particulier qu'on lui reconnaît plusieurs contributeurs et non un seul inventeur. L'inventeur et ingénieur français Clément Agnès Ader est considéré comme étant le premier homme à avoir fait décoller une machine plus lourde que l'air. Avec un moteur à vapeur, il l'avait fait voler à 20 cm du sol sur une cinquantaine de mètres. C'était en 1890.
Ce premier essai ne fut cependant pas reconnu en raison de la petite hauteur qu'il a atteinte et du fait qu'il n'avait aucun contrôle sur son appareil. Il n'en demeure pas moins que Clément Ader est considéré comme l'un des fondateurs de l'aviation. Parmi les autres contributeurs, on notera l'allemand Otto Lilienthal, qui a réussi à planer sur 400 mètres avec un appareil fait en bambou et en coton, et le franco-brésilien Alberto Santos Dumont, qui a travaillé à rendre les ballons manœuvrables. Mais ce sont les frères Wilbur et Orville Wright qui effectuèrent le premier vol contrôlé à bord d'un avion en 1903. Cela a précipité l'évolution de l'aviation vers celle que nous connaissons aujourd'hui. Le premier téléphone portable. Le 3 avril 1973, l'ingénieur Martin Cooper de chez Motorola passait un coup de fil depuis la 56e rue de New York avec le premier téléphone portable. L'appareil, surnommé la botte à cause de sa forme ou la brique à cause de son poids, pesait plus d'1 kg, faisait 22 cm de long et sa batterie mettait 10 heures à charger pour 35 minutes de conversation. Pour son essai, l'ingénieur décide d'appeler son homologue et ennemi Joel Engel, chargé de la recherche et du développement chez l'opérateur AT&T. « Allô Joël, c'est Marty. Je t'appelle depuis un téléphone portable, un véritable téléphone portable. L'expérience est un succès, cependant il s'agit à l'époque d'un prototype et il faudra beaucoup de temps à Motorola pour en sortir un modèle viable qui pourra être produit massivement. » C'était 10 choses du quotidien qui ont changé du tout au tout avec le temps. Laquelle de ces choses vous a le plus surpris? Dites-le nous en commentaire. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!